Bonjour à tous et merci de nous suivre sur Business 24 Africa. Vous êtes à votre émission Emploi et carrière. Pour ce numéro, nous sommes toujours en compagnie de M. André Kyo, qui, je vous le rappelle, est expert consultant en stratégie d'insertion professionnelle. Monsieur André Kyo, bonjour et merci d'être en notre compagnie. Bonjour madame, merci de m'inviter sur votre plateau. D'accord. Alors, quel salaire souhaitez-vous avoir ou à combien voulez-vous être rémunéré? Telles sont les questions qui sont souvent posées aux demandeurs d'emploi avant ou même pendant l'entretien d'embauche. Vous l'avez deviné, nous allons nous intéresser aujourd'hui à la prétention salariale. Et c'est dans notre première rubrique, Objectif emploi. Alors, Monsieur Kyo, qu'est-ce que la prétention salariale? La prétention salariale, prétend d'abord, c'est viser, c'est une aspiration, c'est un souhait, c'est une espérance et non une volonté. Donc la prétention salariale, c'est le salaire que le demandeur d'emploi souhaite ou souhaiterait avoir. Voilà. D'accord. Oui. Et quels sont les critères, ou du moins, quels sont les repères qui doivent vous guider? Oui, déjà, avant de répondre à la question, il faut dire que la plupart des demandeurs d'emploi pensent que c'est un piège. Lorsqu'on leur demande leur salaire, surtout lorsque c'est une offre d'emploi, on leur demande, ils évitent la question. Or, lorsque c'est exigé dans la demande d'emploi, il faut répondre. Et donc, ce n'est pas un piège, c'est juste pour permettre, pour vérifier si vous savez vous évaluer par rapport à vous-même et par rapport à l'entreprise. Parce que chaque entreprise a sa grille salariale. Et donc, même si je prends le cas des télévisions, toutes les télévisions n'ont pas la même grille salariale par rapport aux journalistes, même qui ont fait les mêmes écoles, que le même diplôme, ils ont les salaires différents. D'accord, donc ce n'est pas un piège de poser cette question-là. Ce n'est pas un piège. D'accord. OK. Donc les critères? Oui, les critères, il y a plusieurs. Il y a les critères économiques. C'est-à-dire, lorsque le pays était, ou bien, oui, en général, je prends le cas de la Côte d'Ivoire, puisque nous habitons ici. Lorsqu'il y avait suffisamment d'argent, les stagiaires, par exemple, étaient payés à 100 000, à 200 000, à 400 000. Mais aujourd'hui, les stagiaires, on ne les paye pratiquement plus. Donc, il y a les critères économiques, c'est-à-dire plus la situation est favorable, plus les salaires sont élevés. Et donc, on ne peut pas fixer un salaire. On ne peut pas dire non, mon grand frère a travaillé il y a 20 ans dans une banque, il a commencé à 600 000. Oui. Moi, il va commencer dans une banque à le même diplôme, il doit commencer à 600 000, ce n'est pas sûr, parce que les diplômes sont devenus plus nombreux, il y a plus de diplômés, et donc les salaires sont revus aussi à la baisse. Comme vous dites qu'à diplôme égal, on peut ne pas avoir le même salaire. On peut ne pas avoir le même salaire. C'est le cas d'un médecin du public, il n'a pas le même salaire qu'un médecin qui travaille du privé, qui travaille à la Banque mondiale ou qui travaille dans une grosse chaîne de télé, ce n'est pas la même chose. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, est-ce qu'il est possible, M. Kyo, de préciser son salaire dans une lettre de motivation ou bien dans un CV? Est-ce qu'il est possible de préciser? Bon, vous avez déjà demandé les critères, il y a plusieurs critères, mais non, il faut préciser, lorsque c'est demandé surtout, il y a des offres d'emploi, parce que quand on fait un appel à candidature, on demande quelle est la présence salariale de l'individu, c'est là où vous avez commencé par l'introduction. Donc, lorsqu'on vous demande votre prétention salariale, vous êtes obligé de dire la prétention salariale. Mais là, quels sont les critères? Les critères, il faut déjà évaluer la situation géographique, mais il faut aussi évaluer, ce n'est pas le diplôme. La plupart du temps, ce qui piège les demandes d'emploi, ils pensent que comme ils ont un diplôme, un master ou bien un doctorat, c'est ce qu'on va payer. Ce n'est pas ce qu'on paye en fait. On paye plutôt la performance, on paye plutôt la compétence et non les diplômes. Pas dire que le diplôme, mais peut-être qu'on peut avoir un caméraman qui a un diplôme, peut-être, je ne sais pas, s'il y a plus de niveau, mais je ne suis pas sûr qu'il peut fixer les images mieux que notre caméraman l'ignore. Donc vous voyez, non? Parce qu'il est expérimenté, il a fait plusieurs télés, c'est un vieux de la maison, comme on dit, un vieux père de la maison, donc il connaît, il sait comment il faut fixer les images, et des belles images. Et donc, son salaire peut être revu à la hausse par rapport à un jeune qui vient d'arriver, qu'on va apprendre déjà à fixer les images, à saisir, à placer, à décorer la salle, enfin bref. Et donc, à diplôme égal, on n'a pas forcément le même salaire. Quelqu'un qui a plus sur le tas à la caméra, il peut être mieux payé que celui qui vient de sortir avec un diplôme de caméra, c'est comme ça. Donc, il y a plus, et puis, il y a les périodes aussi. Il y a le niveau, il y a le niveau de l'expérience, alors je viens d'en parler, mais aussi la situation géographique, on en parlait, mais il y a aussi, oui, la situation géographique. Par exemple, une entreprise qui est à Abidjan peut payer moins par rapport à une entreprise qui se situe
quelque part très loin, parce que la plupart des cadres veulent rester dans la capitale. Donc, si on veut prendre un ingénieur pour l'amener peut-être quelque part très loin d'Abidjan, où il n'y a pas un confort, mais pour l'amener à accepter d'aller peut-être très loin, mais il peut apprendre, on peut prendre un salaire voilà, avec des avantages plus élevés pour l'encourager à y aller. Donc, il y a plusieurs critères dont il faut tenir compte pour fixer un salaire, non pas seulement son diplôme. C'est ça qui est le piège. Lorsqu'on tient compte de son diplôme, c'est que le demandeur lui-même se piège. Voilà. Ce n'est pas le diplôme, c'est la compétence. Il faut vendre. Parce qu'un demandeur d'emploi, ce n'est pas, comme on le dit, un mendiant, mais il vend, il se considère comme un produit, et donc il vend son produit, donc il se vend comme on vendrait une voiture, comme on vendrait, je ne sais pas moi, une bouteille d'eau, ou bien, voilà, il doit se considérer comme un produit commercial. D'accord. Voilà. J'ai lu dans votre œuvre de la recherche de l'emploi à la création d'entreprises. Merci. Dans votre œuvre, vous avez dit que on ne paye pas le diplôme, on paye la compétence. Oui. C'est ce que vous étiez en train de dire. Absolument. Voilà, on paye la compétence, donc ce n'est pas possible de... Ce n'est pas donné d'aller peut-être vers un employeur et dire « Ah, voilà, j'ai un tel diplôme, je veux être payé à tel prix ». Il n'est pas possible. Pourquoi? Non, oui, mais parce que moi, je suis enseignant dans les universités. Moi, attends, un étudiant qui sort avec un master, qui n'a pas fait de stage, il n'a jamais fait de stage, il ne sait même pas comment il faut travailler, même pour animer l'émission. Il ne sait pas parler devant une caméra. On ne peut pas lui donner un salaire de 1 million ou bien 600 000 parce qu'il a un diplôme, un doctorat en communication. Je ne sais pas comment. Mais il faut savoir parler déjà, il faut savoir se tenir, il faut savoir s'asseoir. Et vous voyez déjà avant de commencer l'émission tout ce qu'on fait. Donc, s'il ne sait pas, on ne peut pas le payer parce qu'il a un diplôme. Le diplôme ne va pas... Hier, j'étais chez un consultant, mais attends, le monsieur, il a eu un appel d'offres à l'étranger et il va aller rapidement. Mais il prend des gens compétents qui sont capables de monter le projet en 2 jours. Mais s'il prend un étudiant qui est diplômé et s'il ne sait pas monter le projet, il ne peut pas. D'accord. On ne peut pas le payer parce qu'il a un diplôme, il ne peut pas faire le projet. Il ne peut même pas monter un projet, il ne peut pas faire un syllabus, il ne peut pas monter sur PowerPoint, il ne peut pas animer. Comment on peut le payer? On ne peut pas le payer. Ça, c'est dans le francophone. Enfin, le mythe du diplôme, franchement, ça commence. Le LMD, on a de copier sur le système anglo-saxon, anglo-américain. Voilà, donc aujourd'hui, ce n'est pas sûr qu'avec le diplôme, on a les grands salaires. De toute façon, il y a longtemps, ça a commencé. Il a dit tout à l'heure, un médecin qui travaille au privé, il n'a pas le même salaire qu'un fonctionnaire. D'accord. Voilà. Donc, il faut attendre de se former. Il faut se former avant de pouvoir aller vers peut-être un employeur pour lui dire, voilà, j'ai telle formation, mais aussi j'ai tel diplôme, mais aussi j'ai été formé, j'ai fait tel stage dans telle entreprise, voilà ce que je sais faire avant de pouvoir demander le salaire qu'on veut. Oui, on peut fixer, mais aujourd'hui, regardez les équipes de football. Mais quand on prend un joueur comme Drogba, on lui paye des milliards, mais il coûte cher parce qu'il a le résultat immédiat. C'est ça. Quand on le prend, lui, à prendre à moitié le ballon, il va marquer le but tout de suite. Vous comprenez? Non, mais si on prend un joueur qui quitte peut-être, je ne sais pas, dans une équipe de l'intérieur ou bien dans une petite équipe, mais il faut le former. Donc, on va pas, même s'il est efficace, on ne lui payera pas le même salaire que Yaya Touré, comme Drogba dit, des gens qui ont fait la haute compétition, qui sont aguerris. Vous comprenez? C'est le football qui a compris cela. Aujourd'hui, les jeunes, ils veulent avoir les grands salaires ou bien des salaires énormes, alors qu'ils n'ont rien prouvé, ils ne savent pas travailler. Voilà. Il y a la partie formation, l'école donne la théorie, mais c'est en entreprise qu'on acquiert la pratique. Et donc, il faut accepter, il faut que les jeunes soient beaucoup plus humbles, parce que ça, on parle, il faut qu'ils soient humbles en se disant qu'en venant dans une entreprise, mais il ne peut pas avoir un salaire que, comme il y a plus tout à l'heure l'exemple du caméraman, mais il ne peut pas avoir le même salaire que lui, parce que lui, on lui a appris à travailler. D'accord. Donc, lui, il peut négocier le DG pour dire, moi, si tu me prends, je dis, à tu peux travailler. Mais l'autre, il arrive, qu'on va former. Il ne peut pas avoir le même salaire, ce n'est pas possible. D'accord. Donc, M. Kyo, je prends le cas d'une personne qui est déjà formée. Oui. Voilà, une personne qui est déjà formée, qui a déjà fait ses preuves, tout et tout. Et cette personne arrive dans une entreprise et elle dit à son employeur, moi je veux être payé à telle somme, et une somme élevée. Est-ce que c'est possible de venir directement dans une entreprise et dire une somme qui est, un salaire qui est élevé? Est-ce que c'est possible? Mais s'il a la compétence, puis s'il est recherché, parce qu'il y a des... La dernière fois, il y a le ministre Dosso Moussa qui disait qu'en Côte d'Ivoire, on cherche beaucoup plus de soudeurs sous l'eau, des soudeurs des bateaux sous l'eau. Donc on les cherche. Mais si tu es dans un tel domaine de compétences où les compétences sont rares, aujourd'hui, tout le monde fait le management, tout le monde fait comptabilité, tout le monde fait BTS, gestion commerciale. Mais lorsqu'on fait un appel à candidature, pour un seul poste, on est à 400. Mais les diplômes fonctionnent comme les tomates sur le marché.
Quand il y a beaucoup de tomates, mais vous pouvez trouver une assiette de tomates à 500, mais quand il n'y en a pas, vous pouvez trouver une tomate à 300, à 400 ou à 500. C'est comme ça que les diplômes fonctionnent. Donc, s'il y a beaucoup de demandeurs d'emploi qui répondent à un besoin, mais évidemment, c'est normal que l'employeur qui a plusieurs demandes, mais il revoit le salaire à la baisse. C'est comme ça. Donc, c'est aux jeunes de se spécialiser dans les domaines qui sont rares ou bien d'être pointus dans leur domaine. Voilà. D'accord. Donc, il faudrait se vendre. Il faudrait connaître sa valeur. Quand on Absolument. va vers... Il faudrait connaître sa valeur. Et la valeur de l'entreprise. Parce que, excusez-moi, mais si vous êtes dans une PME, même si vous êtes un docteur, mais le DG ne touche pas à 1 million. On ne peut pas vous payer 1 million. Vous ne pouvez pas demander Vous ne pouvez pas demander 1 million. Mais si vous êtes dans une grosse entreprise, mais c'est sûr que votre salaire sera revu en conséquence. Donc, c'est chacun qui fait son salaire, mais il faut que ça choisisse l'entreprise. C'est ça. C'est comme ça. D'accord. Et M. Kyo, j'ai lu aussi dans votre livre, dans votre œuvre, je dirais, qu'il faudrait savoir se vendre. Il faudrait savoir qu'est-ce qu'on vaut. Il faudrait se fixer un prix, se jauger et dire, moi, je vaux tel prix. Voilà, il faudrait se comporter comme, je peux dire, une marchandise. Oui. Dit que je vaux tel prix. C'est ce que vous avez dit, mais je Oui, souhaiterais qu'on revienne là-dessus pour que les jeunes puissent comprendre qu'il ne faut pas se lever et aller dans une entreprise et dire que je veux telle somme, je veux tel salaire, mais savoir quelle valeur on a. Mais il faut connaître sa valeur. Tu as comment déjà pas suivre le cours assidûment. Mais si tu tires les cours, il y a des matières que tu n'as pas pu faire et tu ne connais pas. Et tu arrives en entreprise. Moi, j'enseigne dans une université privée, mais les étudiants en droit. Mais s'il ne vient pas en classe, et on lui dit, on cherche un notaire, cherche un assistant. On donne le profil, c'est l'entreprise qui donne son profil. Mais si tu n'as pas fait ces cours-là, et puis tu dis, non, comme moi j'ai un master, on ne sait pas comment tu l'as fait pour l'avoir, mais l'entreprise, on ne peut pas mentir. C'est tout. On est ici, mais si attends, quelqu'un vient dire, moi je connais la caméra, on dit, mais voilà une caméra, il faut prendre les images. Tu prends les images, sont penchées, c'est tordu, ou bien c'est à l'envers. On fait comment? On ne peut pas te payer. Vous comprenez, non? Donc il faut d'abord connaître son travail. Il faut être un professionnel, il faut être un expert. Quelqu'un me disait, quand tu es un expert, même quand tu donnes tes réveils, tu dois parler. Tu dois connaître ton travail. Tu ne dois pas dire, non, on ne révise plus les leçons. On te prend, on dit, va en reportage. C'est ce qu'on fait ici. On vous prend, vous venez le matin, vous ne savez pas, vous allez partir, on dit, bon, va en reportage à l'Ivoire, va en reportage à Yamoussoukro, va en reportage peut-être au Burkina, je ne sais pas. Donc, on vous amène à reportage, mais tu ne vas pas aller refuser ton cours. Tu es prêt. Mais en tenant compte de ça, tu fais ton salaire. Mais il faut faire attention. Il y a la présence salariale qui répond à une offre d'emploi. Excusez-moi, qui répond à une offre d'emploi. Donc, à partir du moment où on a précisé la présence salariale, il faut le faire. Mais lorsque vous faites la candidature spontanée, il faut éviter de parler d'argent. Voilà. Si c'est la candidature spontanée, vous êtes libre, vous n'êtes pas obligé de ficher l'argent. Si on vous appelle maintenant en entretien, vous avez le temps de le dire. Et le requête des gens aussi dans les périodes salariales est fixe. Ils disent 350 000 à 800 000. Le gap est trop. Non, la fourchette est trop grande. Ah, tu dis 350 à 800 000, on prend quoi? Il y a près de 500 000 francs de gap. C'est trop. C'est trop. C'est trop. Tu peux dire 350 à 450, mais tu ne peux pas dire 350 à 800 000. Mais l'employeur va choisir 350. Tu as dit 350, non, tu as 350. Oui. D'accord. Donc, il ne faudrait pas que la fourchette soit trop... Oui, et puis il ne faut pas être gourmand. Il n'y a pas longtemps, on a fait un recrutement par rapport à une clinique qui cherchait un chef de projet. Mais le monsieur est docteur en philosophie. Il a accepté de prendre 350 000. Il y a d'autres qui ont dit qu'ils ne prennent pas moins de 450 000. Mais on les a laissés tomber. Et souvent, on commence avec un petit salaire et au fur et à mesure, mais ce que vous dit, oui, mais absolument. Non, mais lui, dès qu'il a dit, les gens ont augmenté le salaire lorsqu'on l'a pris. Voilà, ça peut... C'est vrai qu'il n'est pas payé à des millions, mais ils ont augmenté, ils ont mis plus de 100 000 francs dessus. Mais là, ça devient un piège. Là, non, c'est pas un piège, mais on a négocié en fait. Parce qu'on a trouvé que c'était trop petit. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont refusé. Mais lui, il a été humble. Et il avait le diplôme, il avait un doctorat en philosophie. Mais il a accepté de prendre un salaire de 350 000. Mais qu'est-ce qu'on fait? On a amélioré un peu. C'est tout. C'est un projet financé par le Fonds mondial. Donc, ils ont mis un salaire. Bon, les gens ont géré, mais en fait, on ne va pas tout dire. Et donc, ils ont eu la gentillesse d'augmenter légèrement. Ce n'est pas un piège. Ce n'est pas un piège. Il faut savoir se fixer ça. Il faut savoir, comment on a dit, il faut se connaître. Mais il faut connaître l'entreprise où tu déposes ta valise. Si tu demandes à une PME, tu rentres dedans, toi, tu vois que le DG, tu vois dans le bureau, tu vois les meubles, tu vois le DG. Peut-être qu'il est dans un woro. Tu as vu l'emplacement géographique.
tu as vu tout, et puis tu vois qu'il ne peut même pas gagner 300 000 francs par mois, tu peux pas demander 1 million, mais il va se sentir frustré, il va te payer comment? Ça c'est sûr, ça c'est sûr. Vraiment merci monsieur Kyo. Nous allons nous arrêter là pour la première rubrique. Et il faut retenir que la prétention salariale n'est pas un piège, c'est pas du tout un piège. Il faut savoir vouloir ce qu'on veut. Il faut se connaître, avoir un prix et puis voilà, se valoriser. Merci, monsieur Kyo. Nous allons passer, chers téléspectateurs, à notre deuxième rubrique qui est Espace Espoir. Nous voulons nous adresser à tous les cabinets, toutes les entreprises qui nous ont appelés pour savoir si elles peuvent envoyer des consultants ou leurs responsables pour parler dans notre rubrique. Évidemment, c'est possible, c'est officiel, c'est pourquoi nous donnons ce plaisir-là de leur adresser officiellement cet appel-là. Donc nous appelons les cabinets de recrutement. Les cabinets de recrutement, les cabinets de placement qui ont des cérémonies ou qui ont des offres d'emploi à faire, mais ces cabinets peuvent nous contacter pour venir s'adresser à leur cible. Et nous parlons aussi aux cabinets de formation continue qui sont agréés par le FDP ou non. Les cabinets de formation continue nationaux ou internationaux, ces cabinets aussi peuvent venir vendre leurs séminaires, puisque nous sommes une télévision qui passe dans 45 pays d'Afrique, et donc ils peuvent atteindre très facilement et très aisément leur cible, et donc nous les attendons aussi. Mais nous voulons parler aussi à des PME, PMI, qui ont des cérémonies, des anniversaires, qui ont envie de lancer leurs projets, qui ont envie de discuter avec leurs clients, qui ont envie de se faire connaître à l'international. Parce qu'aujourd'hui, à la CEDEAO, il y a 8 mois, les pays africains deviennent un village planétaire. Et donc, les clients sont un peu partout, ils peuvent communiquer avec ces clients-là. Et donc, nous appelons, n'est-ce pas, les chefs d'entreprise, les cabinets de recrutement, les cabinets de placement, et les cabinets de formation continue, mais aussi à toutes les écoles qui ont envie, n'est-ce pas, de vendre leurs images, surtout la rentrée approche. Il ne faut pas attendre les derniers jours de la rentrée pour faire ta promotion. Nous les appelons, nous les attendons pour que, ensemble, parce que c'est grâce à cause de vous que nous avons créé cette chaîne, ensemble, nous nous aidons, n'est-ce pas, à atteindre vos clientèles, à atteindre vos cibles, à atteindre vos partenaires, à parler à l'Afrique. Parce que nous sommes une chaîne qui parle de l'Afrique. Voilà. C'est l'appel que je voudrais lancer. Nous disons déjà merci à toutes les entreprises, n'est-ce pas, qui nous ont fait appel et qui ont souhaité passer dans cette émission, la rubrique Espoir, pour donner espoir aux gens. Donc, il faut venir pour donner espoir à vos clients, pour donner espoir à vos employés, pour donner espoir aux pays africains. Parce qu'un peuple qui n'a pas d'espoir est un peuple qui est voué pratiquement à la perdition. Il faut donc que les jeunes aient espoir. Il faut donc que les entreprises ne se privent pas, voilà, ne se gênent pas à nous contacter aux adresses qu'ils affichent au bas de l'écran. Voilà, c'est ce que nous voulons vous dire et nous vous disons déjà merci. Merci parce que c'est grâce à vous que nous continuons, n'est-ce pas, à travailler. Alors, monsieur Kyo, nous sommes de retour sur notre plateau et nous allons entamer la rubrique « Créer mon entreprise ». Pour cette rubrique, nous allons nous intéresser au montage de projet. D'abord, monsieur Kyo, qu'est-ce qu'un montage de projet ? Le montage de projet, c'est le plan d'affaires. Le projet, c'est un plan d'affaires parce que la plupart des demandeurs d'emploi ont une idée, ils confondent ça. Ils disent non, j'ai une idée d'entreprise. Une idée d'entreprise, ce n'est pas le projet. Il dit j'ai un projet, mais quand tu lui demandes, c'est une idée. Donc le projet, pour qu'on appelle ça projet, il faut rédiger ça dans un support qu'on appelle le plan d'affaires ou le dossier technique ou le business plan. D'accord. Donc, donnez-nous la nécessité de la rédaction d'un plan d'affaires, d'un projet. Pourquoi? Non, c'est important parce que ça permet aux promoteurs déjà de faire le point. Parce que très souvent, tu as les idées en vrac. Je vais peut-être créer une entreprise de formation. Où sont mes clients? Quel type de formation je vais faire? C'est la formation continue, et c'est la formation par alternance, et c'est la formation initiale, et c'est la formation diplômante, et c'est une formation qualifiante. Donc, il faut, le plan d'affaires va te permettre de savoir exactement ce que tu veux faire. Et combien ça va me coûter exactement. Donc, c'est en écrivant que tu vas savoir exactement le coût. Sinon, quand tu as l'idée, le coût, c'est en vrac. Mais c'est en écrivant, tu vas voir peut-être que le coût est trop élevé, ou bien c'est trop bas, au fur et à mesure, tu vas t'organiser. C'est ça l'objectif.
est-ce que c'est tout le monde, tous ceux qui veulent créer, bien monter un projet, qui doivent faire un plan d'affaires? Mais comment ça se passe? Est-ce que si par exemple un jeune qui veut vendre peut-être, on prend le Garba par exemple, est-ce qu'il est obligé de faire un plan d'affaires? Est-ce que c'est obligé pour lui? Ou bien c'est forcément les grandes entreprises, lorsqu'on veut monter une grande entreprise, qu'il faut rédiger un plan d'affaires ou bien un projet? Oh non, même une PME peut rédiger un plan d'affaires comme une grosse entreprise, mais c'est pas comme on a dit, obligatoire, c'est pas obligatoire. On avait déjà pris l'exemple ici qu'il y a une dame qui a fait le charbon, elle n'a pas fait de plan d'affaires, elle a eu suffisamment d'argent. Et même, j'ai des gens que je connais personnellement qui ont créé des maisons d'assurance, qui ont fait grand hôtel, mais il n'a jamais rédigé un plan d'affaires. Donc il y a des gens qu'on appelle que le Midas, ils ont le flair, ils ont l'observation. Le bon plan d'affaires, il faut observer, parce que tu peux monter un bon plan d'affaires et l'affaire peut échouer. Voilà. Donc le fait de monter un plan d'affaires, c'est pas forcément... C'est pas une garantie. C'est pas une garantie de réussite. Non, il y a des gens qui montent les plans d'affaires à coût de millions et puis le plan a échoué. Parce qu'il n'a pas tenu compte de beaucoup de paramètres dont il n'a pas tenu compte. Et puis de toute façon, un plan d'affaires, il y a 80%, souvent il y a 10 à 15% de marge d'erreur. Ce n'est pas forcément juste. Voilà, tu peux monter un plan et puis tu peux ne pas prévoir la pluie, tu peux ne pas prévoir la guerre, tu peux ne pas prévoir les intempéries, je ne sais pas moi, les tsunamis, tu peux ne pas prévoir. On peut être dans une zone où il n'y a pas ce genre d'intempéries, puis un matin, ça peut arriver. Donc, des catastrophes naturelles, ça peut arriver. Ou bien il peut pleuvoir, et donc ça peut tout déranger. Je veux dire, voilà. Ou bien il peut faire chaud, donc ça peut tout gâter. Je veux dire, alors que la pluviométrie, quand tu as vu tous les spécialistes ont dit qu'il ne va pas pleuvoir, mais il a plu parce que la nature a voulu qu'il pleuve. Et donc, un bon plan d'affaires peut ne pas tout voir. Donc, il y a des gens qui ont fait leur plan aussi, et leur projet, qui ont créé des entreprises qui sont devenues riches, qui n'ont jamais rédigé, qui ne savent même pas ce qu'on appelle un plan d'affaires. D'accord. Voilà. Et ça a marché? Et ça a marché. D'accord. Voilà. Donc, M. Kyo, donnez-nous les différentes parties d'un plan d'affaires. Ah, mais il y a plusieurs parties, il y a 5 parties en général. Il y a la première partie, c'est la description du projet, où on parle des résumés du projet, où on parle des objectifs du projet, le calendrier de réalisation, mais en même temps, l'aspect juridique. Et la deuxième partie, c'est le promoteur. Le promoteur, là, est-ce qu'il est en relation? Tu veux créer peut-être une télévision, on va demander si tu as été journaliste, par exemple. Si tu cherches un financier, tu veux créer une télévision, puis tu n'as pas besoin de financier, tu peux créer ce que tu veux. Mais quand tu cherches un financier, il faut savoir que le métier que tu as fait, c'est un avantage pour toi. Parce que c'est toi qui seras le premier employé. Et donc, chez les promoteurs, il faut résumer le CV. Mais on va y revenir en détail après. Donc, après, le bilan personnel et tout ça, le bilan personnel, c'est l'ensemble de ces actifs. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as et puis qu'est-ce que tu dois. Tu dois faire la différence des ressources et puis les dettes pour voir combien tu payes en réalité. D'accord. Voilà. Et ensuite, tu fais le plan marketing et enfin, tu fais le plan financier. D'accord. Voilà. Et tout ça dans un même dossier? Dans un même dossier. Et peut-être même, tu peux même faire le plan de production. Voilà. D'accord. Mais on va y revenir peut-être dans les prochaines émissions, si vous le permettez, en détail. Oui, on va y revenir. Chaque partie. On va avoir les différentes parties. Vous allez nous expliquer dans les prochaines émissions. Absolument. Voilà. Si nos téléspectateurs, et c'est un rendez-vous en même temps, si nos téléspectateurs désirent avoir les autres parties, ils doivent rester avec nous, ils doivent nous suivre pour les prochaines émissions. Monsieur Kyo, c'est ici que nous allons nous arrêter et nous allons poursuivre pour la deuxième partie plus tard. Absolument. Voilà, nous allons terminer et je suppose que vous avez quelque chose à dire à nos téléspectateurs avant la fin. Oh, mais c'est de les remercier parce qu'ils nous appellent beaucoup du Togo, du Bénin, du Burkina, de Centrafrique, du Tchad. Je ne sais pas, j'oublie cette fois. On nous appelle de partout d'Afrique, donc ça nous encourage et ça c'est bien. Mais nous leur demandons de nous écrire sur le mail qui s'affiche comme vous le dites au bas de l'écran. Et on va leur répondre. Voilà, il y a des gens qui ont écrit, on n'a pas répondu, mais on a beaucoup de mails. Donc, qu'ils soient patients, on va répondre à tout le monde. Voilà. Merci de nous suivre et puis... D'accord. Merci, M. Kyo. Voilà, M. Kyo, comme il vient de le dire, si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez nous écrire au numéro qui s'affiche, je voulais dire, au contact qui s'affiche au bas de notre écran pour plus d'informations et nous serons vraiment ravis de vous les donner. Voilà, c'est ici que prend fin notre émission. Merci à tous de nous avoir suivis et moi je vous dis à très bientôt.